Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans l'actualité, la Côte d'Ivoire marque un tournant avec l'inauguration de l'agence BCAO à Odiéné, symbole de l'engagement pour le développement économique du Denguélé. Dans le domaine de la santé, le pays se positionne sur la scène internationale avec la présentation de son candidat à la direction de l'OMS. Et puis enfin, le boulevard Félix Houphouët-Boigny fait débat avec l'annonce de l'interdiction des motos, soulevant des réactions parmi les usagers et les autorités. Merci de regarder RTI 1. Le vice-président Tiemoko Méliet-Kone a inauguré lundi l'agence auxiliaire de la BCAO à Odiéné, marquant ainsi une étape clé pour le développement économique du Denguélé. Le gouverneur Jean-Claude Kassi-Brou a salué l'engagement des autorités ivoiriennes. Il a aussi rendu un hommage à Feu Lamine Diabaté, figure emblématique de la région. Reportage Fatou Fofana, Zakaria Traoré et Michel Kwame. La ville d'Odiéné compte un nouveau joyau architectural. L'agence auxiliaire de la BCAO à Odiéné, bâtie sur 2,7 hectares. Il se présente en plusieurs bâtiments, dont le principal sur près de 5000 mètres carrés. L'implantation de cette agence à Odiéné est le fruit de la volonté et de l'implication personnelle du vice-président de la République, Tiemoko Méliet-Kone. Il a été lui-même gouverneur de l'institution financière ouest-africaine pendant 11 ans. Je voudrais espérer que cette réalisation que vous inaugurez aujourd'hui reflète bien l'idée que vous aviez au moment de lancer ce projet. Aussi voudrais-je ici saluer votre leadership pour les remarquables initiatives et réalisations à votre actif à la tête de la BCAO. Je voudrais saluer la contribution inestimable de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, gouverneur honoraire de la Banque centrale, dans la réalisation de ce projet. En effet, depuis la mise à disposition du terrain, la Banque centrale a bénéficié d'une assistance constante des autorités nationales, qui s'est traduite par la facilitation de différentes démarches administratives et douanières. Pour cette grande sollicitude, je vous prie de bien vouloir transmettre la profonde gratitude de la Banque centrale à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le gouverneur de la BCAO a aussi rendu un hommage particulier à Lamine Diabaté, ancien directeur national de la BCAO, ancien ministre d'État, ancien ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Je voudrais à présent rendre un vibrant hommage à un des illustres fils du district du Denguélé, notre regretté feu le ministre d'État Lamine Diabaté. Il a œuvré pendant de longues années en qualité de directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire, aux côtés de feu le gouverneur Aboulaye Fadiga, à asseoir la crédibilité de la Banque centrale au plan régional et international. Je salue avec déférence leur mémoire. Feu Lamine Diabaté est l'époux de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Il est aussi reconnu pour sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire et du département d'Odiéné en particulier. On s'intéresse maintenant au Rotary international qui renforce ses liens avec la Côte d'Ivoire. En visite officielle à Abidjan, le président élu de l'organisation, Mario César Martins de Camargo, a été reçu ce mardi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Objectif, intensifier les actions du Rotary en faveur du développement, notamment en Afrique, avec un focus sur la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Marie-Chantal Akandan. Première immersion africaine pour le président élu du Rotary International. Mario César Martin de Camargo, en visite en Côte d'Ivoire, a échangé avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il affiche clairement son ambition, renforcer les liens avec le gouvernement ivoirien et accroître l'impact du Rotary dans les secteurs clés du développement. Et ma présence ici en Côte d'Ivoire est pour renforcer cette visite, pour renforcer cette
histoire. L'histoire du succès, l'histoire du positif, l'histoire de croissance dans le Rotary en Afrique et particulièrement ici en Côte d'Ivoire. J'ai visité 3 projets dans les derniers 2 jours et ces projets peuvent être récipients des donations de la Fondation du Rotary. Un partenariat que le Rotary entend inscrire dans la durée au service des populations ivoiriennes. Du 1er au 31 août 2025, l'État de Côte d'Ivoire prend en charge les soins de santé pour environ 13 millions de travailleurs du secteur informel sans cotisation requise. Dans les zones rurales, cette gratuité s'étend à 100% des frais médicaux dans les centres de santé publics. On en parle avec Didier Nguessan. Gratuité des soins dans tous les centres de santé ruraux pour les assurés CMU jusqu'au 31 août 2025. Sur la même période, toutes les personnes du secteur informel sans condition de cotisation bénéficieront automatiquement des droits à la CMU. Ces bénéficiaires sont estimés à 13 millions de personnes, selon le ministre de la Santé, Pierre Demba. Ces 2 mesures importantes rentrent dans le cadre du renforcement de l'accès aux soins de santé des populations situées en milieu rural pour faire face au défi de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans les établissements de premier contact et surtout favoriser que la population dans son ensemble s'oriente vers les soins de santé primaires qui couvrent 84% des besoins de santé dans notre pays. Une mesure sociale qui renforce le caractère solidaire de la CMU afin qu'elle profite au plus grand nombre. Cette mesure va contribuer également à modifier le comportement de nos populations, c'est-à-dire que l'habitude que les gens ont pris de se tourner tout de suite vers les CHU, les CHR ou les hôpitaux généraux, là où on peut vraiment les prendre en charge dans les établissements de premier contact, par cette mesure-là, va se modifier et une bonne partie de la population va s'orienter vers les centres de santé de premier contact situés en milieu rural. Du 1er mai au 31 août 2025, la prise en charge des assurés du secteur informel à raison de 1 000 francs CFA par bénéficiaire va coûter 13 milliards de francs CFA par mois aux contribuables, soit 52 milliards de francs CFA sur les 4 mois. À quelques jours de l'élection du directeur régional Afrique de l'OMS prévue le 18 mai à Genève, la Côte d'Ivoire présente officiellement son candidat, le docteur Yao Michel, expert reconnu en santé publique. Il cumule 27 ans d'expérience, dont 20 à l'OMS. Les ministres de la Santé et des Affaires étrangères ont porté sa candidature devant la presse. On retrouve encore une fois Didier Nguessan. Dr Yao Michel est le candidat de la Côte d'Ivoire au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Médecin formé à l'université d'Abidjan, renommé Félix Boigny, il a été directeur des opérations sanitaires, stratège du programme des urgences de l'OMS. Il a également représenté cette organisation en République centrafricaine avant de coordonner la riposte Ebola et à la COVID-19 en RDC et dans les 47 pays de la région Afrique. Autant d'expériences que le spécialiste en santé publique veut mettre au service de l'Afrique. Nous devons nous assurer que nous aidons le gouvernement à mieux comprendre les problèmes de santé publique, à agir tant sur la prévention que sur le curatif et à utiliser toutes les innovations qui apparaissent. L'Afrique ne doit pas être celle qui utilise les innovations quand l'utilisation est inspirée ailleurs. Une candidature portée au sommet de l'État avec le soutien du président de la République. Les ministres Pierre Demba et Adam Kako, respectivement en charge de la santé et des affaires étrangères, en déclinent les enjeux pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a officiellement endossé la candidature de Dr Ndakonan Michel Yao, actuel directeur des opérations sanitaires stratégiques au siège de l'OMS à Genève en Suisse. Son élection constituera une première dans l'histoire de notre pays et une reconnaissance majeure pour l'Afrique de l'Ouest francophone qui n'a plus occupé un tel poste depuis le décès du Dr Alfred Kenom en 1984. Cette candidature est celle d'un professionnel d'exception, d'un homme de terrain, d'un stratège reconnu au sein de l'OMS, mais aussi d'un fils de l'Afrique engagé pour la santé
de ses frères africains. Dr Yao Michel aura 3 autres adversaires représentant la Guinée, le Togo et la Tanzanie. Et sur un tout autre plan, il est bon de savoir que le Salon international du livre d'Abidjan, SILA, a ouvert ses portes ce mardi 6 mai au parc des expositions de Port-Bouët pour sa 15e édition placée sous le thème Livres et racines. L'événement met à l'honneur les littératures africaines et afro-descendantes. Jusqu'au 10 mai, donc, auteurs, éditeurs et passionnés se réuniront pour célébrer la richesse du patrimoine littéraire. Les épreuves islamiques du CEP, du BEPC et du BAC ont débuté ce mardi 6 mai dans 254 centres. Nouveauté cette année, l'introduction de la vidéosurveillance. Les leaders religieux ont saisi l'occasion pour prôner l'unité. Ahmed Traoré. Ils sont au nombre de 23 118 élèves prenant part aux examens islamiques du CEP, BEPC et BAC ce mardi 6 avril. Et composant dans 254 centres repartis sur toute l'étendue du territoire national. Les sujets sont très bons. Aujourd'hui, on a fait Tafsir du Saint-Coran, donc ça se passe très bien. Pour cette édition, l'innovation majeure est la surveillance vidéo pour élargir les chances de transparence. Nous les avons dit de compter sur eux-mêmes et ne pas tricher, car la tricherie ne fait pas partie de nos comportements, ne fait pas partie de la religion musulmane. Grâce aux efforts conjugués des structures en charge des examens, cette édition est une grande satisfaction. Une démarche qui traduit le chemin parcouru selon la plateforme des structures islamiques d'éducation en Côte d'Ivoire. Grâce aux efforts conjugués de la direction de l'encadrement des établissements privés, DEP, de la direction des examens et concours, DECO, et de la plateforme des structures islamiques d'éducation, l'organisation des examens islamiques nationaux implique l'ensemble des structures nationales est devenue une réalité. Les chefs religieux musulmans voient d'un bon œil la pertinence de ces examens. Ils exhortent à l'union. Nous souhaitons que cette unité, cette cohésion soit renforcée. C'est notre premier objectif et l'objectif le plus important pour tout ce qui concerne les questions de l'éducation de nos enfants. Les examens auront lieu en un jour pour les élèves du CEP et 2 jours pour ceux du BEPC et du BAC. Ce mercredi 7 mai, 133 cardinaux électeurs se réuniront dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur du pape François, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans. Ce conclave le plus diversifié de l'histoire de l'Église pourrait durer plusieurs jours et requiert une majorité des 2/3 pour désigner le nouveau souverain pontife. À Abidjan, une rencontre sous-régionale a réuni experts, élus et forces de l'ordre pour réfléchir à l'usage du droit coutumier dans la lutte contre le terrorisme. L'initiative portée par la Fondation Konrad Adenauer met en lumière le rôle des traditions locales dans la prévention de l'extrémisme. Le reportage de Walter Amadou Attara. Cette conférence inaugurale, intitulée « La place des citoyens et des communautés dans la lutte contre le terrorisme », prononcée par le docteur Jean-Eudes Bienne, enseignant-chercheur à l'Université de Yaoundé au Cameroun, plante le décor de ce colloque sous-régional sur la sécurité et l'état de droit en Afrique de l'Ouest. Il est proposé une grande stratégie vis-à-vis du recrutement, également trouver des ressources pour élaborer du droit hybride, combinant le droit coutumier et le droit formel des États pour parvenir à mieux contrer les menaces, les systèmes asymétriques sur le terrain. Organe législatif bicaméral, le Parlement de la République de Côte d'Ivoire est sollicité pour davantage d'implications contre le crime organisé. Cette conférence nous donne des grandes pistes. Il est temps maintenant que face à cette situation qui est au niveau de notre région, que nous retournions donc sur nos bases culturelles et sociales pour pouvoir trouver des réponses, pour nous permettre de venir à bout de ces phénomènes qui ne fait que tant de drames dans la sous-région. La présente session de réflexion est un partenariat entre le programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne et la Fondation Konrad Adenauer,
et le groupe de recherche des stratégistes de Côte d'Ivoire. Nous avons les forces de défense et de sécurité, nous avons le Parlement, nous avons eu aussi à avoir des procureurs, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Mali. Le Burkina Faso est représenté par l'honorable député. Si les représentants du peuple sont là et sont conscients, je pense que nous sommes écoutés. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est à long terme. Ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être ça aura des impacts dans les années à venir, ou bien même ça a commencé à avoir des impacts que nous ne pourrons pas mesurer pour le moment. Cette troisième édition du genre se tient sur 2 jours dans la commune de Makori. Depuis le 15 avril 2025, les motos et tricycles sont interdits de circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Cette mesure annoncée par le ministère des Transports vise à réduire les accidents de la route, dont 37% des décès sont liés à ces engins. On en parle avec Khalil Diomandé. Sans aucune protection, ce motocycliste téléphone en pleine circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE. Une scène d'incivisme devenue presque banale sur cette grande artère réputée pour la densité de son trafic. Au milieu d'une pléthore de véhicules, certains conducteurs d'engins à 2 et 3 roues imposent leurs propres règles. Absence de casque, excès de vitesse, conduite en sens inverse, non-respect des feux tricolores. Autant d'infractions qui exaspèrent piétons et automobilistes. Vraiment, on est fatigué de la mauvaise conduite des motocyclistes. Une fois même, il y a un qui voulait faire que de poisson et il s'est retrouvé en bas d'un gros camion. Le camion l'a écrasé, vraiment, c'était vraiment décevant. Les motos, ils sont pressés que tout le monde. Quand le fer rouge, il ne s'arrête pas. C'est au moment que nous, les piétons, nous devons passer. Ils foncent sur nous avec leurs motos, ils mettent notre vie en danger. Ils ne connaissent pas bien. Ils ne connaissent pas le code de la route. Ou bien ils font exprès. Ils sont 2 à 3, ils se faufilent les voitures, ils cassent nos rétroviseurs. Et puis, ils continuent notre chemin. L'indiscipline des motocyclistes entraîne parfois de lourdes conséquences. Entre 2023 et 2024, 25 usagers de 2 et 3 roues ont perdu la vie uniquement sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Des chiffres alarmants qui poussent le ministère des Transports à prendre une mesure ferme. L'interdiction des motos sur les voies centrales du boulevard à compter du 15 mai 2025. Des panneaux d'interdiction ont déjà été installés par l'OSER, l'Office de sécurité routière. L'interdiction commence depuis le carrefour, le restaurant à Boussois, très civil, et elle finit à Carrefour Ancien Koumassi. Cette mesure vise à les protéger et non les condamner ou les sanctionner. On va les sensibiliser en attendant que la mesure rentre en vigueur. On a implanté des panneaux qui vont leur dire que c'est interdit de passer ici, c'est autorisé de passer ici, avec les informations, vous pouvez tourner à droite ici, ainsi de suite. Il y aura un ensemble de signalisations pour mettre en pratique cette mesure qui a été prise. La décision vient à point nommé pour de nombreux usagers de la route. Interdire les motos sur cette grande voie-là, ce serait très très important. Je pense qu'à travers cette décision, l'État pourra réduire le nombre d'accidentés qu'on a l'habitude d'observer au niveau des motos sur ce boulevard. Pour moi, c'est une très bonne mesure, c'est pour eux-mêmes les propres biens. Voilà. Pour moi, je pense qu'au début, ils vont se fâcher, mais à la longue, ça va les arranger. Voilà. Mais du côté des principaux concernés, la pilule est difficile à avaler. C'est pas normal d'interdire toutes les motos sur le VGE à cause de cet cas de civisme. Pour ma part, la solution, c'est de sanctionner ceux qui ne respectent pas le code de la route, puisqu'il y a la vidéo-verbalisation. Moi, je suis dans la livraison. Si on m'interdit de passer sur la voie principale et je fais les grands tours, ça me fait perdre du temps. Ça va augmenter ma consommation en carburant. Leur préoccupation trouve un écho favorable auprès des autorités compétentes. L'utilisation provisoire des bretelles du boulevard est accordée. Sur la période 2023-2024, près de 500 accidents impliquant des 2 et 3 roues ont été enregistrés à Abidjan, faisant plus de 400 blessés. On parle maintenant d'identification avec l'ONESI qui a ouvert un centre dédié aux cartes de résidents pour étrangers situé aux 2 plateaux Vallon. Ce guichet modernisé vise à faciliter les démarches des populations étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Un reportage de Brouyapo commenté par Sidonie Davila.
moderniser, simplifier et élargir l'accès aux services d'identification dans une logique d'inclusion et de services publics de proximité. C'est la promesse du nouveau centre de demande de carte de résident inauguré au sein de l'agence Onessi Latri. La carte de résident, au-delà de sa valeur administrative, est un outil fondamental d'intégration, de sécurité et de participation à la vie socio-économique de notre pays. Elle symbolise notre volonté d'accueillir, d'identifier et de protéger tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire et d'en faire leur lieu de travail. Le nouvel établissement propose une assistance complète dès le début du processus, depuis la phase initiale de la demande jusqu'au retrait de la carte. Tout est pensé pour améliorer l'expérience client par la réduction des délais et le traitement efficace et sécurisé des demandes. Du 25 au 27 avril dernier, le ministre Moussa Sanogo a inauguré plusieurs infrastructures dans la région du Bafing, notamment un centre de santé à Dioman, l'électrification de Sakofé et Godoufouma, ainsi que des châteaux d'eau à Touba et Fungbesso, des réalisations visant à améliorer les conditions de vie des populations locales. Christ Diomandé, Godfrey Okambawa pour le commentaire. Saala Dioman, une localité située dans le département de Touba, région du Bafing, a désormais son centre de santé tout équipé et une ambulance médicalisée de dernière génération. Un don du président de la République Alassane Ouattara qui s'inscrit dans sa politique d'amélioration des conditions de vie. Chaque fois, on est obligé d'appeler et telle femme en travail, il faut chercher une moto, chercher un tricycle. Vraiment, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est une joie immense qui nous anime. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre fils, le ministre Moussa Sanogo, qui n'a eu aucun effort pour répondre à nos besoins. Pour le ministre Moussa Sanogo, fils et cadre de la région du Bafing, cette initiative du président de la République vient réduire les inégalités en matière d'infrastructures de base dans la région. Le premier bien de l'homme ici-bas, c'est sa santé. Donc d'avoir l'opportunité de se soigner dans un centre de santé bien équipé, pas trop loin de chez soi, je pense que c'est une excellente chose. C'est également la manifestation aussi de la politique du gouvernement du président Alassane Ouattara, qui est celle donc de rapprocher les centres de santé des populations. Aujourd'hui, plus de 80% des populations sont à moins de 5 km d'un centre de santé et celui-là vient améliorer les statistiques. Donc ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est du réel, ce n'est pas du virtuel, c'est du factuel. Ce sont des choses que les populations peuvent toucher du doigt. Outre le centre de santé de Dioman, les villages de Sakofé dans le département de Wayinou et celui de Godoufouma dans la sous-préfecture de Touba ont été raccordés au réseau électrique national. Moussa Sanogo a souligné que cette avancée marque le début du progrès pour les localités longtemps privées de la lumière. Au chapitre de la cohésion sociale, le ministre Amédée Kouakou a rencontré la chefferie Akoué à Toumoudi le 3 mai dernier. Au programme, les enjeux de développement et de paix pour le grand centre, en ligne avec l'idéal de Félix Houphouët-Boigny, un compte-rendu de Léon Brou. Visé par cette rencontre entre le président de l'Association des cadres du Centre pour le développement, en abrégé ACCD, et la chefferie du canton Akoué de Yamoussoukro, la préservation de la paix en cette année électorale. Amédée Kofi Kouakou met en mission de consolidation de la cohésion sociale dans le grand centre les chefs traditionnels. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier explique que si Félix Houphouët-Boigny a légué à la Côte d'Ivoire la paix, il revient au canton Akoué dont il fut chef d'en être le gardien et perpétuer cet héritage. Le président de la CCD renouvelle son engagement à promouvoir les actions et initiatives en cohérence avec la vision de paix du président Félix Houphouët-Boigny que son héritier Alassane Ouattara ne cesse de cultiver. En saluant sa démarche de proximité et d'écoute, les chefs Akoué promettent au ministre Amédée Kouakou d'occuper le terrain et l'invitent dans leur localité pour booster leurs actions en relevant la paix comme condition du développement et du bien-être, avec à la clé les avancées notables dans leur région en matière, entre autres, d'infrastructures.
Culture maintenant avec la 44e édition du Popo Carnaval de Beaunois qui s'est achevée le dimanche dernier avec l'incinération symbolique du roi Popo, annonçant déjà la 45e édition. Le grand défilé du samedi 3 mai a rassemblé une foule enthousiaste venue célébrer cette fête traditionnelle des Abourés et Yvains, marquée par des déguisements et des performances colorées. Amidi Rasba. C'est à travers l'incinération du roi Popo que les Lompions se sont éteints sur la 44e édition. Des Comiens aux hommes préhistoriques en passant par le défilé des troupes, mettant en lumière le répertoire culturel du peuple abouré et sa cohabitation avec les autres peuples. C'est tout un pan de la tradition éivaine. On voit différentes cultures de différents pays, de différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est très riche, c'est très divers. Le commissaire général s'est réjoui de la tenue des festivités avant de lancer un appel. Le Popo Carnaval est le plus vieux festival de Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Popo Carnaval n'est pas inscrit au budget de l'État. Tout Beaunois le souhaite. Yensi Yakuba, parrain de cette édition, a appelé à l'union sacrée des cadres du Sud Komoué afin de bâtir une région prospère pour des générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée de tous les cadres de Beaunois et partant de tous les cadres du Sud Komoué. C'est en unissant nos forces, c'est en transcendant nos différences, en ajoutant nos compétences au-delà des chapelles politiques et religieuses que nous bâtirons une région prospère au grand bonheur de nos populations. Le représentant du Premier ministre Robert Begré-Mombé a délivré le message du chef de l'État, un message qui engage le peuple éivain à la cohésion sociale. Le Premier ministre me charge de dire aux jeunes et aux femmes de s'organiser. Quand vous serez prêts, vous m'appelez, je viens. Il y a l'argent pour faire travailler les jeunes. Le Premier ministre et le Président vous exhortent à demeurer toujours dans l'unité. Le Premier ministre a fait don de 15 millions de francs CFA pour pérenniser le plus vieux festival de Côte d'Ivoire qui est le Popo Carnaval. Je vous le disais tantôt, ce mercredi 7 mai, 133 cardinaux électeurs se réuniront dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur du pape François décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans. C'est un reportage de Grace Kando. Nous y reviendrons très certainement. On poursuit avec l'information, sinon l'actualité à l'international. En Allemagne, le conservateur Friedrich Merz a finalement été élu chancelier ce mardi 6 mai après un second tour historique. Il avait subi ce matin un camouflet historique en échouant à se faire élire au premier tour du scrutin par les députés allemands, créant la stupéfaction dans le pays qui s'enfonce dans la crise politique. Aux États-Unis, l'administration Trump a récemment annoncé une proposition visant à offrir $1,000 aux sans-papiers en échange de leur auto-expulsion des États-Unis. Cette initiative s'inscrit dans les efforts pour réduire le nombre de migrants en situation irrégulière tout en cherchant à limiter les coûts liés aux expulsions forcées. Les critiques dénoncent une approche inhumaine, tandis que certains soutiennent qu'elle pourrait alléger la pression sur les ressources des autorités d'immigration. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue de se déployer à travers des initiatives marquantes pour le pays. Très bonne soirée à tous et restez surtout sur RTI1. Bonsoir.